Le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Nous allons maintenant évoquer la menace terroriste, les difficultés pour expulser en France. On a, hors de France surtout, et on a sur notre plateau Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Monsieur Dupont-Aignan, évidemment, vous avez souvent abordé ces sujets sur les différents plateaux. Je voudrais commencer par vous demander comment ça s'est passé dans votre département, l'Essonne, puisque vous êtes député de l'Essonne, en ce qui concerne les hommages. Est-ce que vous avez eu des retours aujourd'hui sur la façon dont ces hommages se sont passés dans les différentes classes? Hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. J'ai pas de retour particulier. Les hommages, c'est important. Mais je crois que les Français en ont assez que les hommages en restent là. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre, c'est d'agir. Moi, j'ai retrouvé 2016, après Charlie Hebdo et après le Bataclan, j'avais été reçu, comme tous les responsables politiques, par François Hollande. Je lui avais laissé un papier avec 25 mesures. Et il m'avait d'ailleurs remercié en me disant « Vous êtes un des rares à m'apporter des propositions écrites ». J'ai relu, après Annecy, après Arras, j'ai relu ce papier, rien n'a été mis en œuvre, quasiment rien. Donc le problème de fond, c'est pas les hommages, on est tous émus. Le problème de fond, c'est quand est-ce qu'on va passer des discours aux actes. Et contrairement à ce qu'on veut faire croire aux Français, il y a des solutions possibles qui n'empêcheront jamais un acte. Ce serait mensonger de dire, si on prenait toutes les mesures, on empêche un acte. Mais en revanche, on a eu plusieurs centaines de victimes et c'est souvent le même dispositif. C'est quoi les solutions alors? C'est quoi les solutions? D'abord, il y a 3 types de solutions pour moi. D'abord, il y a les frontières. Tant qu'on ne contrôlera pas nos frontières nationales, qu'on n'examinera pas les demandes d'asile aux frontières, qu'on ne fera pas revenir de Syrie des femmes de djihadistes, dont 50 sont revenus cette année. Ce gouvernement a fait revenir des femmes de djihadistes qui sont en prison. Il y en a 50 en prison. Vous savez que la majorité des attentats en France ont été commis par des Français. Mais bien évidemment, il y a un plan global. Ce que j'ai toujours dit, celui qui vous dira « j'ai une mesure et ça va tout régler », vous ment. En revanche, il y a un certain nombre de mesures migratoires. Premièrement, ne pas faire revenir des djihadistes de Syrie, on l'a dit. On nous a accusés de tous les maux. On n'avait pas de cœur. Bref, il y a des mesures en termes migratoires. Il y a des mesures en termes de fonctionnement de l'État. La majorité des attentats en France sont commis par des Français. Oui, en attendant, français. Pas par des revenants. Attendez, et pas par des revenants de Syrie. À chaque fois qu'on cite un... Excusez-moi, si vous reprenez l'ensemble des attentats, beaucoup ont été commis par des étrangers en situation d'OQTF non exécutés, des étrangers ou des Français d'origine étrangère, et où, on le voit comme dans cette affaire du Tchétchène, où ils auraient dû être hors de France. Donc il y a le problème migratoire, mais il n'y a pas que le problème migratoire. Justement, il y en a d'autres. C'est pas des revenants, mais non, mais qu'on dise pas quand même n'importe quoi, excusez-moi, je dis pas que vous dites n'importe quoi, mais c'est pas le problème de faire revenir des djihadistes de Syrie. Ah bon, c'est pas un problème pour vous? Mais c'est pas ça c'est pas un problème. Monsieur Dupont-Aignan, c'est pas arrêter avec ce cinéma. Pas tout le monde en même temps. Charles, les téléspectateurs comprennent bien. Évidemment ils ont choisi leurs parents. Charles, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais présenter monsieur, parce qu'on l'a pas fait encore, monsieur Hassem El Difraoui, politologue, spécialiste du monde arabe, du djihadisme et plus particulièrement même du djihadisme sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet plus particulièrement. Et comme vous réagissez à ce que vient de dire Nicolas Dupont-Aignan, c'est quand même normal qu'on vous présente et qu'on vous situe. Charles d'abord et vous ensuite, et surtout pas tout le monde en même temps. Je dis juste que les gens qui reviennent de Syrie, d'Irak, etc. sont rapatriés entre guillemets par l'institution judiciaire qui les judiciarise, c'est-à-dire qu'ils reviennent, ils sont incarcérés et ils permettent aux magistrats français d'enquêter sur le terrorisme. Donc c'est pas vrai de dire qu'on laisserait revenir je ne sais quel djihadiste qui serait dans la nature et qui ensuite commettrait des attentats. C'est juste la précision que je voulais apporter. Alors je voudrais répondre. Petite question supplémentaire. Bien, si je peux répondre. Oui, bien sûr, vous allez répondre, Nicolas Dupont-Aignan, mais je reviens aux propositions que vous aviez faites à l'époque. Parmi ces propositions, il y en a une qui aurait empêché Mohamed Mogouchkov d'être sur le territoire français actuellement. Ah, c'est clair qu'avec la primauté du droit national que je demande en matière migratoire, et je me réjouis d'ailleurs que beaucoup de partis politiques me rejoignent alors qu'à l'époque ils étaient contre, je pense aux Républicains, il n'y aurait pas d'obéissance au jugement de la CEDH, de la Cour de justice de l'Union européenne, et nous aurions pu beaucoup plus expulser de gens qui sont restés sur notre sol. Vous savez très bien que sur les 150 000 demandeurs d'asile, il y a eu 50 000 dossiers acceptés en 2022. Et les 100 000 qui ont été refusés,
Et c'était le cas de ce Tchétchène à l'époque, en 2014. Les 100 000 refusés, l'État n'arrive pas à les expulser. Il ne les expulse pas parce qu'à chaque fois, il y a des recours. On l'a vu dans l'affaire du Tchétchène. Les associations, les belles âmes comme vous tous, c'est pas bien, il y a des enfants, ceci, cela. Et à la fin, pas tous, comme monsieur ou monsieur Consigny qui m'ont... Et à chaque fois... Vous avez déjà entendu dire ce genre de choses ? Et à chaque fois, c'est la même histoire. Reprenez ces jeunes filles qui ont été assassinées à la gare Saint-Charles de Marseille. Guillaume Favre, vous faites un lien entre la demande d'asile et les attentats à caractère terroriste. Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, Brahim Awissaoui, Ismaël Mosteffa, il ne faudra pas tous les faire. Il n'y en a aucun qui est demandeur d'asile. Vous prenez les 3 qui étaient au Bataclan, aucun n'était demandeur d'asile. Pourquoi vous faites un lien systématique entre les demandeurs d'asile et les terroristes ? Il n'y a pas de lien à faire, ce sont 2 sujets distincts. Vous voulez prémunir les Français contre le terrorisme, très bien, mais pourquoi vous arc-boutez sur l'asile ? Je marque-boute là-dessus parce qu'on sait très bien que les demandes d'asile, et Gérald Darmanin l'a dit ne serait-ce qu'aujourd'hui, les demandes d'asile sont un moyen détourné de maintien sur le sol et que l'État n'arrive pas à expulser ceux qui sont déboutés comme la famille du Tchétchène. Donc, il y a une quantité de cas. Mais sur 20 000, il y en a d'autres. Mais peut-être ça vous fait sourire, mais moi ça ne me fait pas sourire que Dominique Bernard, que cet homme enseignant soit égorgé. On a eu l'affaire de Paty. Mais à chaque fois qu'on propose quelque chose, à chaque fois qu'on dit si on avait fait ça, on aurait pu éviter ça, à ce moment-là, c'est jamais le cas. Vous avez raison, il y en a d'autres qui étaient double nationalité. François Hollande, au lendemain des attentats, avait demandé qu'on supprime la nationalité, c'est-à-dire déchéance de nationalité. Tout le monde a hurlé. Il faut la déchéance de nationalité pour ceux qui ont une double nationalité. Il faut expulser tous les fichiers S étrangers au titre de la sécurité du territoire. Là-dessus, il n'y a pas d'autre issue. Si les Français... Non mais je vais être très clair. On a bien compris. On en est au combientième d'attentats. À chaque attentat, les petites bougies, les hommages, on ne peut rien faire. Eh bien maintenant, ça suffit. Oui. Il y a un ensemble de mesures, je disais, sur le plan des migrations. Et il y a le projet de loi immigration qui arrive. Oui, vous allez vous rallier au projet de loi immigration qui va justement faire en sorte que les clandestins qui sont inexpulsables parce qu'ils sont rentrés en France avant l'âge de 13 ans, ça pourrait sauter. Il va falloir durcir ce projet de loi. Il y aura des amendements importants et il faudra que le gouvernement change de politique. J'ai lu dans Le Monde de ce soir que le président de la République voulait être impitoyable. Moi, j'attends qu'il soit impitoyable dans les actes, pas dans les discours. Et pour ça, ça veut dire rétablir nos frontières, créer les places de prison, expulser les étrangers délinquants. Bref, prendre des mesures. On laisse parler votre voisin, Siam qui voulait réagir. C'est gentil. Moi, je prends ça comme compliment de belles âmes. Mais de belles âmes peuvent être très réalistes. Donc, une des raisons pour la radicalisation de plein de jeunes Français, c'est un sentiment d'exclusion et un discours polarisant comme le vôtre. Donc, à la place de travailler vraiment à une cohésion nationale, éviter ces genres de factures dans la société qui s'aggravent avec des moments très difficiles au niveau de la géopolitique. Donc, une montée de l'antisémitisme, une montée de l'islamophobie qui mène de jeunes vers l'extrême. Donc là, il faut vraiment travailler sur une politique préventive pour reprendre une responsabilité internationale et pas fermer les petits pays de Gaulois, qui de toute façon sera moins capable de contrôler les frontières extérieures que l'Europe ensemble. Donc c'est ça qui est important, qu'une coopération européenne, une démarche ensemble contre les extrémismes et tout ça, et pas revenir vers une politique rétrograde. Et j'ai pas entendu une mesure concrète, expulser quelques Tchétchènes. Il y a combien de Tchétchènes en France? Pas beaucoup, réellement. Oh, si, il y en a des milliers. Combien? Dites-moi, des milliers. Vous aurez le chiffre. Des milliers. Donc regardez le chiffre, c'est un groupe tellement minuscule. C'est eux qui ont quand même commis des attentats graves. Encore une fois, bien sûr qu'il faut de la prévention. On déverse en France des milliards pour la prévention. Non, et c'est bien. Complètement faux. C'est complètement faux. Mais je voudrais terminer. C'est pas complètement faux, si vous me permettez. On a investi des milliards dans la rénovation urbaine. Des milliards. Mais ça, c'est pas la prévention. Ça, c'est du social qui est nécessaire. Ben oui. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est normal. Oui, l'apprentissage n'est pas important. Et il n'y a pas un pays qui accueille autant. Cette année, en 2022, nous avons accueilli près de 500 000 étrangers. C'est complètement faux. Et je ne parle pas des clandestins. 320 000 réguliers. 320 000 réguliers. Déjà, l'Allemagne, elle accueille, moi je suis allemand, beaucoup plus des étrangers. L'Allemagne a beaucoup de résultats, tant mieux. Moi, je m'occupe de la France. Je parle de chiffres et pas de chiffres. Je m'occupe de la France. Mais en attendant, il y a un drame, des drames réguliers sur notre sol, des égorgements. Et notre rôle,
c'est de prendre des mesures. Faisons un référendum sur l'immigration. Disons aux Français les mesures qu'on peut prendre. Rétablissement des frontières nationales. Avec quelle question ? Rétablissement, j'avais proposé, et d'autres ont proposé des mesures, avec 5 mesures. Rétablissement des frontières nationales, suppression du droit du sol, suspension du regroupement familial. Ça, ce sont des mesures concrètes. Droit d'asile aux frontières. Droit d'asile aux frontières. Examen pour être sûr qu'il n'y en ait pas 100 000 déboutés qui restent. Et puis, il y a aussi, bien évidemment... Guillaume dit quel rapport avec le terrorisme ? Ah bah écoutez, si vous ne voyez pas le rapport avec le terrorisme, je peux rien faire pour vous. Tous les Français le voient. Louison, et je vous redonne la parole après. Le ministre de l'Intérieur lui-même dit que 75% des attentats qui ont eu lieu dans les 5 dernières années, donc on est dans du concret, on est dans ce qu'on a tous vécu dans notre chair il y a quelques années, sont à 75% commis par des gens qui ont la nationalité française. Peut-être la double si vous voulez, mais qui ont la nationalité française. Donc tout ce que vous venez de dire... ça fait déjà 25%. Oui, mais c'est pas la majorité. Mais je peux vous êtes en train de faire comme si c'était 95, 98, 99%. Je vais vous répondre sur un point. Je n'avais pas fini ma question. Pardon, je vous en prie. C'est que si les mesures que vous avez proposées au président sortant et peut-être à celui qui est actuellement en place étaient dans votre programme, j'imagine, peut-être en 2022, est-ce que le fait d'avoir eu un score de 2% à l'élection présidentielle montre bien que le pays est peut-être pas derrière vous sur ce point ? Et qu'on n'est peut-être pas, en fait, dans un tout fermé... Ce qui me réjouit, chère madame, c'est que quand vous additionnez les scores de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, même de Valérie Pécresse sur ce sujet, et de Nicolas Dupont-Aignan, ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait près de 45% des voix. Vous aurez toujours 2. Et donc, là-dessus, je crois que vous pêchez un peu par... critique facile. Moi, je vais vous dire, il y a d'autres sujets dont on pourrait parler. C'est le fonctionnement des prisons. Avant qu'on aborde d'autres sujets. Le fonctionnement des prisons. Blanche Mérideau qui veut vous répondre Monsieur aussi. Consigny, je veux répondre à Monsieur Consigny sur un point. Chacun son tour. Non, Blanche. effectivement, je pense que c'est très important de ne pas faire d'amalgame. Il y a beaucoup de confusion dans tous les chiffres qu'on vient de donner à nos téléspectateurs. On parle de 100 000 personnes touchées par les OQTF et qui ne seraient pas des OQTF qui ne sont pas exécutés. 100 000 OQTF, ça ne veut pas dire 100 000 terroristes islamistes potentiels. Il faut être très énorme. Tout va bien, madame. C'est vrai que tout va bien en ce moment. Mais il faut c'est formidable. être très vigilant sur les amalgames que l'on fait et sur la façon dont on envoie tous ces chiffres. Il y a effectivement, au même titre que les fichiers S, on a parmi eux un nombre important d'islamistes radicaux, mais il n'y a pas que ça. Et il faut être très attentif à la façon dont on manie ces chiffres-là et à ne pas créer de confusion sur le risque potentiel que représenterait tous ces OQTF et se rendre compte aussi de ces beaucoup de gens, par exemple, qui sont arrivés sur le territoire en tant qu'étudiants, qui n'ont pas renouvelé leur titre de séjour et qui se retrouvent soumis à cette OQTF. Ça ne fait pas d'eux des terroristes potentiels. Il faut être très vigilant là-dessus à éviter l'amalgame. Charles Consigny, et après juste, je vais écouter la réponse que Nicolas Dupont-Aignan veut faire. Je dis juste simplement... Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont aussi un peu fatigués des discours sur le thème pas d'amalgame. On sait qu'il y a même des mèmes qui circulent sur Twitter avec une boîte de médicaments qui s'appelle le pas d'amalgame et on dit tu reprendras bien un peu de pas d'amalgame. Il faut ne pas faire d'amalgame doit pas nous empêcher de regarder la réalité telle qu'il est. C'est comme le pas de vague. Voilà, pas de vague, pas d'amalgame. Et ça rejoint le pas de vague puisque à force de dire pas d'amalgame, on se retrouve avec des classes dans lesquelles vous avez des jeunes qui, pour certains, sont en train de basculer dans l'islamisme et on interdit aux profs d'agir parce qu'on leur dit attention, pas d'amalgame, n'allez pas tout mélanger. Je pense qu'il faut aussi, il faut aussi regarder ces sujets-là. Je pense que maintenant, ça fait quand même consensus qu'on accepte de regarder ces sujets-là sans idéologie politiquement correcte. Nicolas Dupont-Aignan, voulez-vous répondre? Non, je voulais vous répondre sur l'affaire de la justice. Il y a un très bon article, c'est pas de moi, dans le Figaro du 5 octobre, sur la difficulté pour le système pénitentiaire à gérer le nombre de personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, qui sortent. Le chiffre est effrayant. 230 sont sortis, il y en a 250 qui sont sortis. 78 l'année dernière, c'est le 80 chiffre. cette oui, année. mais si vous additionnez 2-3 ans de suite, vous pouvez on est à aussi 203. de toute éternité. Mais... 266 élus, 266 détenus pour terroristes, 230 sortis et surveillés par l'administration pénitentiaire et 250 qui ne sont plus surveillés. Ça veut dire, c'est un article d'un de vos confrères dont vous pouvez vérifier. Depuis plusieurs années, ça veut dire, ça se passe bien. Tout va bien. C'est vrai qu'il n'y a pas d'attentat en France. Vous pouvez en citer un qui a été commis par un sortant de prison et je voudrais un seul qui a été commis par un sortant de prison. Vous ne pouvez pas le faire. Mais répondez non. Ça veut dire que l'administration pénitentiaire... Vous répondez juste non. Il y en a eu. Reprenez la liste.
Si vous reprenez... Il y en a eu un, par exemple, à ma connaissance, non pas quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme et qui, après avoir purgé sa peine, aurait commis un attentat, mais un qui avait été remis en liberté dans une affaire, mais qui était peut-être pas terroriste, qui était l'assassin du père Hamel. C'était quelqu'un qui avait fait l'objet d'une procédure pénale. Qui était sous bracelet électronique. Mais ça n'a strictement rien à voir. Ce qui est extraordinaire. Non, mais il n'était pas dans la liste des sortants de prison. Pardon que le téléspectateur sache, il n'y a pas, pour l'instant en France, à ma connaissance de cas d'un individu qui aurait purgé une peine, une condamnation pour terrorisme et qui ensuite, surveillé ou non par les services secrets français, et à mon avis surveillé, aurait commis un attentat. Et quand il y en aura un, mais le risque vous direz tous, vous direz tous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien, je suis désolé. Mais non, mais personne ne dit que le risque n'existe pas, mais il ne faut pas non plus aller raconter n'importe quoi aux gens et les effrayer exagérément. Vous savez, cumulez tous les chiffres. À force d'avoir ce discours, vous niez tout. Ou dès qu'on propose une solution, vous dites c'est pas la réalité par d'autres que vous. C'est ça le problème. Écoutez, moi je regarde concrètement qu'à chaque attentat il y a un cas nouveau, qu'à chaque attentat on s'aperçoit qu'on aurait pu agir différemment. Et je vous dis que les services pénitentiaires, c'est pas moi qui le dis, c'est le Figaro, qui est un journal qui travaille sur le terrain, disent qu'ils sont très inquiets. Même les responsables des services pénitentiaires, ils nous l'ont dit à l'Assemblée nationale en commission d'enquête, sont très inquiets parce que les condamnations. Donc c'est condamnation à vie, condamnation à vie, peine de mort. Qu'est-ce que vous proposez là? Je propose des choses sérieuses, cher monsieur. Vous proposez rien pour l'instant. L'article 411. Factuellement, je vais vous dire. Il y a tellement de choses qui sont factuellement faux. Si je peux vous répondre. Alors que l'article 411. 4 du Code pénal, intelligence avec l'ennemi, avait été réclamé par François Fillon, candidat à la présidentielle, par Éric Zemmour, par Marine Le Pen, par Éric Ciotti. L'application de cet article du Code pénal permettrait, au lieu d'avoir des peines de 10 à 15 ans pour des terroristes, pour des préparations d'attentats, de passer à 30 ans. Eh bien, excusez-moi, je préfère voir un terroriste en prison pendant 30 ans que pendant 7 ans et de le voir sortir de prison avec un risque colossal. Et si nous en sommes là, c'est parce qu'on n'a pas écouté en 2017, quand nous avons eu ce grand débat sur les peines de prison pour les terroristes, on n'a pas été écouté. Et donc maintenant, on pleure alors même qu'il y avait des mesures à prendre. J'ajoute qu'il y a une dernière mesure à prendre sur l'islam de France, un serment de fidélité des imams qui permettrait aussi de créer, de favoriser la création d'un islam de France et de supprimer les financements étrangers des lieux de culte qui apportent de la radicalisation. Charles Blanche et Louison, mais il y a des choses à faire en ce domaine. Rapidement, c'est déjà fait. Si vous voulez, je crains que le discours de Nicolas Dupont-Aignan, moi je suis d'accord pour n'occulter aucun sujet, mais il se trouve que maintenant on a quelques éléments empiriques sur la commission d'attentats terroristes et on sait à peu près comment ça se passe. C'est des gens en général jeunes, en général en effet d'origine étrangère, de confession musulmane, convertis ou natifs, qui se font embrigader la tête par des chaînes Telegram, des vidéos ou des prédicateurs qui croisent ici ou là, je parle sous le contrôle de monsieur, et qui en viennent finalement à rentrer dans l'islam radical et à finir par commettre un attentat. Mais donc, par exemple, cette histoire de peine, augmenter les peines, si vous voulez, il se trouve que pour l'instant, je ne vais pas redire ce qu'on a dit. Il n'y a pas de gens qui ont récidivé après avoir purgé une peine, une condamnation pour terrorisme. Donc, à mon sens, le sujet, c'est comment ça se fait qu'on ait autant de jeunes en France, en Europe, perméables au discours islamiste, perméables au discours djihadiste. C'est exactement le sujet que je voulais aborder parce que, justement, ce matin, dans le Figaro, vous citiez ce journal, Nicolas Dupont-Aignan, François-Xavier Bellamy, député européen, posait cette question-là. Et là-dessus, je sais que c'est votre concurrent. Non, pardon, Blanche, laissez-moi juste terminer là-dessus, parce que c'est vrai que ce qu'il dit est fort intéressant. Il dit non, l'attentat n'avait rien d'inéluctable, mais pas forcément pour les raisons habituelles qu'on avance. Simplement parce que ce garçon, Mohamed Mogouchkov, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est fou. C'est un élève de l'école de la République. Il a été pendant des années dans nos écoles. Et là, c'est là où on se dit, mais alors, pourquoi on n'arrive pas, effectivement, à enseigner à ces jeunes-là autre chose? Enfin, je veux dire, je rejoins absolument la phrase que vous avez dit. Il y a une sorte d'imperméabilité au terrorisme, à l'intégrisme religieux. Pourquoi, dans nos écoles, on n'arrive pas à ça? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais parce que aussi, on a laissé entrer sur notre sol une masse considérable d'étrangers
de religions différentes, que notre société a du mal aussi à assimiler. L'école a abandonné une logique d'assimilation républicaine depuis des années, on le sait très bien, et obligatoirement, le choc est trop fort. Et on le sait très bien, tant que nous ne verrouillerons pas l'immigration dans notre pays, nous n'arriverons pas à assimiler correctement. Nous ne pouvons pas assimiler quand on n'est pas capable de freiner les flux migratoires. François-Xavier Bellamy a des mots très durs. Il écrit ce matin dans le Figaro, « Comment avons-nous pu laisser des esprits à ce point vides, décérébrés et incultes, qu'ils soient si facilement séduits par l'islamisme stupide des réseaux et des quartiers ?» Et c'est vrai que voilà, celui-là, il sort de nos écoles. Oui, excusez-moi, quand vous regardez la décision de 2014 de la justice des droits d'asile, qui a refusé le droit d'asile pour cette famille avec des enfants. Vous savez, pour que la commission bloque le droit d'asile pour une famille avec des enfants, tout était écrit, radicalisé. Qui a fait rester cette famille ? Toutes les associations. Là, vous revenez au sujet précédent. Mais non, mais je reviens pas. C'était pas ce dont mais je reviens pas. Mais comment voulez-vous qu'un enfant qui est dans une famille radicalisée on est obligé de vous interrompre parce qu'il y a une actualité brûlante depuis Bruxelles, voilà, je crois. 2 personnes, on vient de l'apprendre, 2 personnes qui ont été tuées par des coups de feu en tout début de soirée, donc à Bruxelles, en plein centre-ville. Le suspect est en fuite. On va tout de suite aller retrouver notre correspondant sur place, Michael Donut. Que se passe-t-il sur place ? Racontez-nous un petit peu les éléments dont on dispose. Oui, alors très peu d'informations pour le moment, mais la police le confirme. Il y a bien eu des coups de feu à la Kalachnikov en plein Bruxelles. Une vidéo circule d'ailleurs, plusieurs médias le confirment également ce soir. En fait, un suspect qui portait un casque et un gilet fluo qui se déplaçait en scooter, selon nos informations, a tiré sur 2 supporters apparemment de football. Il y a Belgique-Suède qui est en cours en ce moment, un match de football, ici à Bruxelles au stade Roi-Baudouin. L'homme aurait surgi en réalité sur un scooter, aurait tiré sur plusieurs personnes dans la rue, sur 2 personnes dans un taxi apparemment. Ça s'est passé près du Petit Château, non loin du centre du canal de Bruxelles. Alors, très peu d'informations pour le moment, mais les motivations pourraient être terroristes. Une enquête a été ouverte et bien sûr, de nombreux services de police, de secours sont sur place. On sait donc qu'il y a 2 morts, plusieurs blessés ce soir et donc que ce tireur aurait tiré tout azimut à la Kalachnikov. Il a ensuite pris la fuite avec son scooter et il n'a pas encore été arrêté, interpellé, retrouvé. On n'en sait pas beaucoup plus, donc des informations bien sûr à suivre ce soir depuis Bruxelles. Il va de soi que vous reviendrez évidemment à l'antenne dès que vous aurez des informations donc, supplémentaires. Si on fait le point, le ou les éventuels suspects sont donc actuellement recherchés. Racontez-nous ce qu'on sait de ce quartier. On est vraiment au plein cœur de Bruxelles ? Alors on se trouve en réalité un petit peu en dehors du centre touristique, etc. de Bruxelles. C'est plutôt le quartier dit du Petit Château, c'est-à-dire c'est le quartier où il y a beaucoup de sans-papiers près du Petit Château qui viennent demander asile. C'est donc un quartier un petit peu annexe le long du boulevard. C'est pas spécialement un quartier fort fréquenté, mais ce soir au stade Roi-Baudouin, eh bien, il y a un match de foot, comme je le disais, qui se tient ici à Bruxelles et ça se serait passé vers 19h15 donc. D'après le journal Le Soir, grand quotidien belge, la piste terroriste serait privilégiée. Merci en tout cas pour ces informations. Et évidemment, on revient vous voir s'il y a quelque chose de neuf qui se passe encore et si on a plus d'infos là-dessus. Je voudrais juste revenir sur ce qui se passe en France, ce qui s'est passé ces derniers jours. Je me permets, Laurent, peut-être une recontextualisation avec Guillaume Fard sur ce qui se passe quand même à Bruxelles. Donc la piste terroriste est privilégiée, mais on prend encore des pincettes. Ça, ce sont les informations évidemment des services belges et de la presse belge. Ce que l'on peut dire, c'est que le mode opératoire peut correspondre ou pas correspondre d'ailleurs à un mode opératoire terroriste, parce que des règlements de compte à la Kalachnikov, il y en a aussi beaucoup. Donc il faut quand même évacuer la piste qui serait une piste de droit commun, judiciaire. Mais effectivement, ça peut être aussi une piste
liste terroriste parce qu'il y a des attentats terroristes commis à la Kalachnikov. Alors, on en avait moins vu sur la période récente. En France, il faut remonter à 2017. En Europe, c'est Vienne de mémoire en 2020. Donc, il faut quand même remonter à quelque temps. Mais ça n'est pas tout à fait exclu. Donc, il faut voir ce que les Belges disent. Mais cet homme est évidemment activement recherché. Je reviens à la situation des écoles, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous préoccupe aussi en ce moment, ce qui préoccupe les parents d'élèves, les professeurs. Et je voudrais dire un mot sur ce que Laurent Wauquiez a mis en place dans sa région. Il en a parlé aujourd'hui, il a tweeté là-dessus, on a vu des images, des photos. Ces portiques de sécurité à l'entrée des écoles, est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce que vous pensez que c'est une solution possible pour sécuriser nos établissements scolaires? Bien sûr que c'est une solution à court terme, mais moi je remarque qu'on a supprimé les frontières nationales et qu'on érige partout des murs. Partout des murs. Autour de la Tour Eiffel, il y a un mur. Dans les écoles, il y aura des murs. Partout, il y a des murs. Donc il serait peut-être temps à un moment de réfléchir. Autour des stades, évidemment. Autour des stades, des murs, des contrôles, partout. On n'a jamais été aussi ouvert à un tel désordre. Vous parliez des Kalachnikov, c'est pas le terrorisme. Enfin, à Marseille, 44 morts quand même. 44 morts, trafic de drogue. Il n'y a jamais eu une justice aussi laxiste. Un pays aussi ouvert, un pays, mais beaucoup moins plein que dans les autres pays du monde, avec des condamnations laxistes. Donc, il y a un moment, est-ce que les Français veulent vivre comme ça? S'ils veulent vivre comme ça, continuer comme ça, voter pour les mêmes. Soit on change, et changer, ça veut dire prendre des décisions. Ça ne veut pas dire rejeter les jeunes, tout au contraire, ni les étrangers. Il y a des millions d'étrangers qui respectent nos lois, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on arrête d'être aussi faible. Parce qu'on ne leur rend pas service. Et l'unité nationale, ça veut dire être ferme, et pas en parole, en acte. Alors, et il y a une dizaine d'actes.